Je suis entré dans un groupe de francs-tireurs et partisans français qui était en formation à Frespech, un peu près de la route de Cahors, au nord d'Agen. Donc, j'y suis rentré le 10 juillet 1943, mais j'avais déjà participé à une distribution de tracts, des tracts d'ailleurs qui avaient été parachutés par des Anglais, par des avions anglais, et j'avais, à ce moment-là, j'étais instituteur déjà, et j'étais en stage au collège de Jasmin à Agen. Normalement, en 1942, j'aurais dû être envoyé dans un chantier de jeunesse et je ne l'ai pas fait. Simplement en me faisant une demande de sursis d'incorporation. Je ne suis entré dans la résistance active que le 10 juillet 1943. J'aurais dû rejoindre le chantier de jeunesse près de Toulouse le 10 juillet 1943. Il m'avait enlevé le sursis d'incorporation, donc je devais rejoindre ce jour-là un chantier de jeunesse près de Toulouse, et on savait que de ce chantier de jeunesse, on allait être déporté en Allemagne, mais pour travailler au STO, le service du travail obligatoire. Tous les jeunes Français, y compris des jeunes filles d'ailleurs, peu nombreuses c'est vrai, mais enfin il y en a qui sont partis, ont été appelés pour aller aider l'Allemagne à battre l'Angleterre et la Russie, l'Union soviétique à l'époque. Bon, moi c'est un peu plus particulier puisque j'étais nettement plus jeune, puisque on a une différence d'âge tous les deux de 7 ans, donc vous voyez, j'étais tout gamin à la période adéquate, et ma progression pour la résistance est venue par des moyens plus ou moins avouables, puisque mon numéro 1, ça a été l'exode. On vous a parlé de l'exode, c'est-à-dire l'évacuation, puisque en me présentant, j'ai oublié de vous dire que je suis de la région parisienne, de la Seine-et-Marne. Je suis né à Montereau, en Seine-et-Marne, mais l'évacuation, au lieu de se faire directement sur la Bourgogne, s'est fait malheureusement par la Loire, pour la bonne raison, c'est que les éléments de guerre fonctionnaient à plein régime, et donc on ne pouvait pas prendre les routes directement, on nous a détournés sur la Loire. Donc après, en arrivant sur la Loire, on a eu des gros soucis, pour la bonne raison, c'est que le fameux front élastique de nos techniciens de l'armée de l'époque avait fait un deuxième front pour barrer avec la Loire. Donc il fallait faire sauter les ponts, ou tout au moins les rendre difficiles à progresser. Et quand on est arrivé sur la Loire, on a été interdit de passer pour la bonne raison, c'est que le génie commençait à miner les ponts pour les faire sauter. Donc il y a eu un rassemblement des gens qui arrivaient de la région parisienne, et d'autres d'ailleurs, puisque tous les gens du Nord étaient descendus pratiquement en descendant en direction du Sud, à la cadence où les Allemands progressaient sur le sol français. Tout le monde se fuyait comme des lapins, et nos troupes avec. Dans la nuit, en plus, les avions italiens à l'époque, en escadrille de 3 d'ailleurs, mitraillaient tout ce qu'ils pouvaient à l'abord des ponts, pour la bonne raison, ils protégeaient les ponts pour que l'armée allemande puisse traverser les ponts plus rapidement. Et une après-midi, les avions sont revenus, mitraillés, bon, tout le monde allait à droite, à gauche, dans les fossés, dans les petits bois qu'il pouvait y avoir. Et à un moment, j'ai été séparé de mes parents par la mitraillage.
Et quand je me suis relevé, mes parents, ils n'étaient plus autour de moi. Donc j'ai suivi un peu à droite à gauche et finalement je me suis retrouvé assis sur une borne et puis à attendre que mes parents me retrouvent. Malheureusement, je vous dis tout de suite, je ne les ai pas revus que 2 ans après. Et mon père, avant de partir, nous avait dit, si on se perd, il faut avoir à la pensée qu'il faut rejoindre la maison de la grand-mère. Et je connaissais donc la maison de la grand-mère pour la bonne raison, c'est que tous les ans, aux vacances scolaires, j'allais passer mes 2 mois de vacances chez la grand-mère, donc je connaissais bien l'endroit où c'était, donc à côté de Chalon-sur-Saône, à 9 km de Chalon-sur-Saône. Et mon père m'avait dit, si on se perd, on se retrouve tous là-bas. Donc dans la nuit, plutôt sur le matin, quand on voyait un peu le jour, j'ai pris mon carton, je l'ai mis dans ma poche, et puis je suis parti avec une petite musette que j'avais, que mon père avait préparée, avec une couverture, un bidon, un quart de soldat, puis 2-3 des biscuits de soldats à l'époque. Quand tu le trempais dans l'eau, ça te faisait 1 kilo de manger. Tu te le mettais dans l'estomac, tu n'avais plus faim. Et donc, je suis reparti sur la route en demandant à 2 ou 3 personnes la direction de Chalon-sur-Saône. J'ai reçu d'abord l'ordre d'aller chercher de l'argent chez des communistes et des résistants de la région de Villeneuve-sur-Lot pour tirer des tracts appelant à refuser la collaboration avec les Allemands. J'ai donc reçu l'ordre par la suite d'aller chercher les tickets d'alimentation, les cartes d'alimentation à Puymérols. Puymérols, c'est environ une trentaine de kilomètres de l'endroit où nous étions hébergés. Et ça a failli mal tourner d'ailleurs. Au mois de septembre, j'ai reçu l'ordre, après avoir été à Puymérols, j'ai reçu l'ordre d'aller faire sauter la voie ferrée à Saint-Hilaire de Lusignan. Pas à Saint-Hilaire, mais dans les environs. La voie ferrée, c'est la voie qui vient de Bordeaux à Toulouse et ensuite à la Méditerranée. Nous étions 3 pour faire cette opération. Et le 3e n'était pas à Frespech, il était un peu plus loin, mais là, il était venu avec nous. Et quand nous l'avions laissé pour garder les vélos, on se déplaçait toujours en vélo, quand nous sommes revenus de poser les explosifs, il n'était plus. Il s'était caché pour appeler les gendarmes après l'explosion. Donc il a dénoncé tous les paysans qu'il connaissait dans le secteur et nous avons été pris comme ça. Enfin, moi j'ai pas été pris tout de suite. Arrivé à Chalon-sur-Saône, comme je vous ai dit, j'allais tous les ans passer mes vacances scolaires chez la grand-mère, donc je connaissais parce que tous les vendredis, la grand-mère et la tante qui étaient là rassemblaient tout ce qui pouvait être vendable et allaient au marché de Chalon-sur-Saône, au pied de la cathédrale de Chalon-sur-Saône, vendre les 2-3 choses que pouvaient se vendre, les fruits, les légumes, du poisson, puisque on était au bord de Saône. Et mon oncle et ma tante avaient loué les parties de pêche. Les parties de pêche, c'était des lots sur 2 km, je crois, de chaque côté de la maison. Et ils vendaient le poisson en surplus. À l'époque, le poisson était intéressant, puisque ça manquait d'alimentation aussi bien en zone occupée, en zone libre.
Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la maison de la grand-mère était en zone dite libre, c'est-à-dire c'était au bas de la maison que la ligne de démarcation commençait, c'est-à-dire que la partie allemande était en face. Et en face de la maison, c'est la plaine de la Saône, qui est inondable, donc complètement désertique, où quelques buissons, où les cultivateurs faisaient paître leur bétail, ce qui était intéressant par la suite, puisque mon rôle après a été de traverser cette fameuse ligne de démarcation avec des gens plus ou moins d'époque, ce qu'on appelait éventuellement de temps en temps prisonniers de guerre, terroristes, tout ce que vous voulez de l'époque. Bon, donc à partir de là, j'étais résistant et j'allais dans les maquis et surtout je récupérais des gens qui venaient de l'extérieur, qui avaient des réunions de comment sur parce qu'un réseau complet de chez nous avait 4 départements ou 5 départements. Donc il y avait des gens qui ne connaissaient pas les régions, donc il fallait des réunions étaient relativement pas constantes, mais il y avait au moins une réunion par mois de tous les responsables des régions pour commencer à préparer le débarquement. Si on nous a parlé du débarquement pendant 3 ans avant, où on croyait toujours que c'était pour le lendemain. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir des gens de plus en plus. Le STO nous a amené énormément de monde, donc il fallait les emmener à des endroits différents. Donc comme je connaissais la région un peu comme ma poche, sauf que j'avais oublié de savoir lire et écrire, ou tout au moins ce qu'il aurait fallu. Par contre, démonter un parabellum, une mitraillette, mettre des grenades en piège, ça, j'en connaissais un drôle de rayon. Là. Enfin, ça c'était... Et j'allais donc dans les maquis où je restais une journée, 2 jours. Des fois, je ramenais quelqu'un qui venait d'être amené par les avions d'Angleterre, pour les ramener en ville, qu'ils reprennent le train sur Paris ou Lyon ou Dijon, surtout sur Lyon, puisque Chalon-sur-Saône est à 104 km de Lyon. Et de là, bon, j'ai eu une mission un peu plus importante. Il y a mon chef de recrutement qui m'a mis comme estafette à ses dépens. Donc, j'ai vu qu'il repassait devant mon établi, que j'étais en train de réparer des vélos. Il m'a dit on va sur Chalon, il y a notre chef militaire qui a disparu hier soir et on n'a pas de nouvelles, il faut absolument qu'on sache où il est, parce qu'il avait donc 5 maquis à son commandement, donc s'il l'avait fait parler, ça aurait été grave. Et nous sommes partis donc sur Chalon-sur-Saône, où là, on a vu notre chef avait été arrêté la veille avec sa secrétaire, et puis deux gars de département. Donc ils avaient été arrêtés la veille. Donc il y a eu un mouvement de foule sur la place de la gare de Chalon-sur-Saône, où il y avait une petite astuce, c'est que les jeunes femmes et jeunes filles, puisqu'il n'y avait que ça, éventuellement, puisque les hommes étaient prisonniers ou presque, quand il y avait un mouvement comme ça avec les gars en imperméable à ras des genoux passaient, ou les gendarmes allemands avec leurs grosses plaques qui cherchaient quelque chose, avaient comme... ça a été instinctif de chanter un refrain de militaire, par exemple. Et on a entendu fredonner la main de Delon. On s'est regardés tous les deux, on s'est séparés, comme bien entendu. Mais la séparation n'a pas été longue, parce que j'ai senti un coup derrière le crâne. Et je me suis réveillé à l'étal terminus de la place de la gare de Chalon-sur-Saône, avec les menottes aux mains et les menottes aux pieds, dans une mare de sang, parce qu'ils m'avaient chatouillé avec leurs chaussons. Le chausson, vous savez, les chaussons qu'ils avaient des bottes, là,
qui fait mal. J'avais le menton qui avait lâché, puis j'avais des côtelettes qui me semblaient bizarres. Et puis il y avait un gars au-dessus de nous, en chemise blanche, qui était en train de nous verser un seau d'eau. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que mon chef était à 2-3 mètres de moi sur le carrelage aussi, en piteux état aussi, sinon plus que moi. Et ils ont commencé à nous matraquer en nous parlant de terroristes. Alors, c'est pour ça que le mot terroriste, je connais. J'y ai fait un petit stage. On a été arrêtés, nous, par des Français. Et à la suite de ça, nous avons été amenés en prison à Agen. Ils nous ont condamnés après, au mois de décembre, à la Noël. Oui, le 24, le 25 décembre. Nous avons été condamnés à 7 ans de travaux forcés et ensuite amenés à la prison d'Aix, à côté de Villeneuve-sur-Lot. Et là, nous avons essayé de nous évader, parce que nous savions bien qu'ils allaient nous emporter à travailler en Allemagne. Bon, donc, on a essayé de s'évader et le chef de la prison était un milicien. C'était une police spéciale qui était là pour matraquer les résistants. Donc, les Allemands sont venus là, et puis les Français, c'est des Français, avec un ministre qui a été envoyé directement là. Il y a eu un conseil de guerre dans la prison, et nous avons été condamnés. Ils nous ont fusillé 12 camarades. Et ce sont les Français qui ont fait ça, hein, c'est pas les Allemands. Donc, après ça, la prison a été gardée par les Allemands, et puis ils sont venus nous chercher, les SS, avec des camions. Mais ils en ont pris 100, qui les ont fait courir de la prison d'Aix jusqu'à la gare de Penne. Ça fait quand même 8 à 10 kilomètres, et ils les ont fait, ils ont d'ailleurs tué des gens en bordure de route. Et puis Compiègne, le camp de Compiègne où tous les déportés passaient, et ensuite nous ont amenés à Dachau. Et là, ça a duré quelque temps, et on nous a embarqués dans une voiture, et on nous a emmenés dans les caves de la Gestapo de Chalon-sur-Saône, où là, malheureusement, on est passé à d'autres stades de la bagarre, parce qu'on était accrochés à des crochets de boucher, les crochets avec les tourniquets, dans une pièce, et il passait un tas de monde devant nous, tu connais pas, tu connais. Et bon, ça, on est resté là X temps, parce que le jour et la nuit, c'était pareil, donc... et bon... faire ses besoins, c'était sur place, hein, accroché, pipi pareil, donc les odeurs étaient bien, et puis il y en a toujours un qui te chatouillait, soit avec un fer rouge ou dans les presses les doigts, où ça éclate, et ça a duré quelque temps, jusqu'à temps que je me retrouve dans une cellule dans le noir, en béton, avec un lit en béton. Et ça a duré 2-3 jours, et on a remis ça jusqu'au jour où on est passé dans un bureau où c'était assez bizarre, parce que le monsieur parlait français mieux que moi, il n'avait pas de mal. Il était là depuis 10 ans à la préfecture d'Autun. Il était marié avec la fille du président du conseil des avocats. Il y avait une dizaine d'années qu'il était là. Il était officier SS allemand, tout simplement. Et donc il commandait la commandanture pas la commandanture, les SS de Chalon-sur-Saône. Et là, on a appris qu'on avait été condamné à, je ne sais plus combien, 10 ou 20 ans de prison, et puis
à la déportation éventuelle. Donc je suis parti, j'étais 57 jours donc à la prison. J'ai fait 17 jours à Compiègne-Royaulieu où on est parti sur l'Allemagne. Et sur l'Allemagne, on est parti le 4 juin 1944 et on est arrivé le 7 juin 1944 à Hambourg, sur l'embouchure de l'Elbe. Un camp qui est Neuengamme, qui est à 25 km d'Hambourg à peu près, au sud-est oui, d'Hambourg. Et de là, on a été pour raccourcir, parce que je vois que l'heure passe, j'ai été envoyé dans un commando de bombes à retardement, c'est-à-dire dans la ville, on allait dégager les bombes, mais à l'époque, il n'y avait pas d'excavateur ni quoi que ce soit. Hein. C'était la bêche et la pelle, et on retournait la bombe, et l'artificier allemand venait pour la désamorcer. Et ça a duré quelque temps à Hambourg. Et de là, je suis parti à Misbourg. Misbourg, c'est à côté d'Hanovre, une vingtaine de kilomètres, même pas, une quinzaine de kilomètres d'Hanovre, où là, il y avait la raffinerie d'essence la plus grosse d'Europe, d'ailleurs, qui faisait de l'essence synthétique, qui commençait à faire de l'essence. Et là, on était bombardés à peu près nuit et jour, surtout à l'époque. Ça sentait la faim. Et ça a duré ça pendant un petit moment, où ils nous ont rapatriés en plein hiver sur Neuengamme. Et au camp de Neuengamme, j'y suis resté 8 jours parce que j'avais un plâtre, j'avais sauté sur une bombe, mais j'étais assez loin. J'avais été chercher la soupe avec le SS sur la route. Et puis le trou qu'on était en train de faire, ça a explosé. Donc les 5 copains qui étaient avec moi, je ne les ai pas revus. Les 2 SS qui étaient là, je ne les ai pas revus. Le SS qui était avec moi, je l'ai vaguement aperçu sur un brancard quand j'ai été récupéré. Et de là, j'ai eu un plâtre. Ça a continué quelques temps. Ça m'a sauvé. Et comme tous les blessés et malades, on allait dans un camp dit de repos. Et le camp de repos, c'était Berken-Belsen. Là, il n'était pas question d'essayer de sortir, on n'avait pas les moyens. On était dans de grandes difficultés pour vivre. Enfin, c'est pas compliqué, on y est resté 11 mois. On n'a pas eu une douche on a été douché à l'entrée, et puis ça a été fini. 11 mois sans douche. Bon. Les vêtements, c'est pareil. Hein. On avait à peine de quoi se vêtir. Et on mourait de faim. Voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, à l'entrée, ils nous avaient réunis à l'entrée du camp de Dachau, à l'intérieur, et ils nous avaient dit qu'on rentrait par la grande porte, mais qu'on allait sortir par la cheminée. C'était clair. Les gens qui avaient dans le camp avec nous appartenaient à toutes les nations qui étaient en guerre à cette époque, y compris les Allemands, parce que une partie des Allemands était contre Hitler. Ceux qui étaient encore vivants n'étaient pas d'accord avec lui. Hein. Et une partie des capots qui nous tapaient dessus parce qu'ils étaient obligés, pour certains, d'autres, ils les avaient massacrés, ils leur avaient donné l'ordre de taper sur nous. Voilà. Donc, c'est pas tous les Allemands qui étaient des fascistes, pas plus qu'ici, c'était tous des résistants. Hein. Donc, il y en avait. Et
moi j'ai été amené à travailler à l'usine de la Bayerische Motorwerk. C'est la BMW qui fait si belle bagnole. Moi, j'y rentrerai pas dans une bagnole comme ça parce que c'est pas possible. Enfin, bon. Et il nous faisait travailler pour. Pardon. Je devais contrôler les pièces qui étaient fabriquées par des machines avant nous, dans l'usine. Et donc j'avais un palmaire, j'avais un pied à coulisse, et j'avais, je ne me rappelle plus quoi, bon, voilà. Et je devais contrôler des trous, des vis, etc. Et ça n'a pas marché comme ça pendant 11 mois, mais longtemps quand même, puisque on a été libéré par la 7e armée américaine le 29 avril 1945. Voilà, 1945. Bon. Notre parcours a été complètement difficile en raison de la saleté. Enfin, on avait des poux partout. Enfin, on suivait comme ça le pantalon. Il était mince, on pouvait trouver le pouls qui grimpait. Ouais. Et puis aussi, les punaises, c'était pareil. Elles nous bouffaient dans le lit. Et il faut dire que le lit, on y était trois dans le même chalet. Les lits étaient superposés. Et enfin, vous saviez ce qu'il avait mangé, mourait de faim en réalité. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué. Quand j'y suis resté 11 mois, je pesais environ 68 kilos au moment où j'ai été arrêté. Et j'en pesais 42 kilos quand les Français sont venus nous récupérer. Et à Mulhouse, ils nous ont amenés pour voir ceux qui étaient les plus malades et les rapatrier autrement. Nous, on a attendu pour rentrer. Les Américains étaient là avec leur ration de combat. Ils avaient quelques plaques de chocolat, quelques chewing-gum et des trucs comme ça, mais ils n'en avaient pas beaucoup. Et il fallait vivre avec ce qu'il y avait encore dans le camp, parce qu'ils étaient encore en plein combat, hein, et quand nous avons été libérés. Et de là, j'ai fait la connaissance du fameux Kramer, avec Irma Ladouce, sa compagne, celle qui enlevait la peau des gens tatoués pour en faire des abat-jours. Et de là, ma foi, on est resté un petit moment, on a traîné des cadavres on n'a fait que ça, puisque les crématoires ne marchaient plus, s'il n'y avait plus assez de... Et on a été libéré le 15 avril par les Anglais. Ça a été une libération avant la fin des hostilités, pour la bonne raison, c'est qu'ils avaient fait un échange du camp de Bergen-Belsen, qui avait le typhus, où il y avait plus de 600 à 700 morts par jour par le typhus. Ils l'avaient échangé, ce camp, en présence de l'armée, avec l'armée allemande, pour essayer que le typhus se disperse pas dans tout le secteur. D'ailleurs, à la libération, on a été libérés donc le 15 avril. Ils nous ont refermé le camp le 17 ou le 18, je crois. Ils ont remis des Anglais ou des soldats alliés dans les miradors. Ils n'ont pas eu à tirer, parce que, comme c'était des gars de chez nous quand même, parce que le typhus était trop important et la ville... Et ils ont fait récupérer dans toute la ville pas mal de monde, où ils les ont fait traverser le camp en leur montrant les fosses qu'il y a à Bergen-Belsen,
Je ne sais pas si vous avez eu des documents sur Berken-Belsen, mais il y a des films où on revoit un bulldozer enterrer les morts, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut plus les enterrer à la main. Il faut un bulldozer. Entre-temps, je vous le signale, c'est que dans une de ces fosses, la plus grande fosse qu'il y a d'ailleurs, mon père est mort le 13 avril, là-bas, il a été enterré. Et donc on a été libéré le 15, donc il est dans une de ces fosses, parce qu'il a été arrêté 1 mois et demi après moi. Et comme je ne savais pas qu'il était arrêté, lui m'a cherché tout le long de mon parcours. Il a trouvé le moyen de s'arranger avec un capot du camp pour qu'on se voie. On s'est vu 10 minutes à Neuengamme avant de partir sur Berken-Belsen. Lui, il est parti un peu avant moi. Le pauvre, il est mort donc le 13 avril. Il avait 57 ans. Et on était donc libéré le 15. Et je suis rentré le 24 mai 45 à la maison. Voilà. Bon, donc on a été, et par la suite, tout de suite, ça allait à peu près. Quand je suis rentré chez moi le 2 juin 45, j'étais encore capable de bricoler un peu, mais pas beaucoup. J'ai voulu essayer de travailler au jardin avec mon père pour arracher les pommes de terre. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui était capable de remuer la fourche. Enfin, voilà. Et j'ai été malade de la tuberculose après. Parce que j'avais repris le travail et puis il fallait se rendre assez loin à bicyclette, je ne pouvais pas donc j'ai été malade à nouveau. Je pense que c'est extrêmement pénible de supporter des situations pareilles. Je vous ai dit tout à l'heure, je faisais 73 kilos au départ. La première pesée par les AFAT anglaises, j'en faisais 29. Ça avait diminué un peu. Et quand je suis arrivé à la maison, j'en faisais 32. Par contre, j'ai été 2 ans, pratiquement 3 ans, entre les poumons voilés, enfin, tout ce qu'on veut, les dents dans ma poche, les yeux brûlés par le phosphore, des bombes, et puis les côtelettes. D'ailleurs, vous m'avez vu marcher tout à l'heure, je marche encore un peu bizarrement. J'ai mon nez qui cherche le bitume assez souvent. Voilà les péripéties. J'ai mis quelques années. Alors, je voulais vous signaler qu'au camp de Berken-Belsen, et dans d'autres camps d'ailleurs, il y avait pratiquement autant de femmes que d'hommes. Moi qui étais très jeune, j'ai fait des camps où souvent beaucoup de femmes étaient là, quelques tout jeunes aussi. Et le sévice était le même, sinon pire, parce qu'il y a toujours ce problème entre femmes et hommes. Donc ils avaient tous les droits. Donc d'ailleurs, dans tous les camps, hein, il y avait ce qu'on appelle tout cruellement le bordel. Et c'était des filles qui avaient été prises, pareil, résistantes ou pas, et qui avaient été spécialement mises dans ces endroits. Le repos du guerrier des SS. Il y en avait un à Neuengamme, il y en avait un à Berken-Belsen. Il existait au départ. Quand j'y étais, moi, il n'y était plus pour la bonne raison, c'est que le camp de Berken-Belsen, c'était un camp où on ne travaillait pas, on traînait que les cadavres. Mais ça ressemblait plus à un camp, hein. C'était vraiment une catastrophe, Berken-Belsen. Ce que je peux vous dire, surtout à Berken-Belsen, c'est que ce que je vais vous dire, c'est pas beau. Ce que j'espère, c'est que vous ne le verrez jamais, c'est qu'à un certain moment, avant d'être libéré, on a senti, il y avait eu des feux à droite à gauche, parce que tout le monde se débrouillait pour... On a été 11 jours
sans alimentation complète, sans aucune alimentation, ni eau, ni repas. 11 jours, les 11 derniers jours, on n'a rien eu. Enfin, dans notre partie, parce que un camp, c'est immense. Et on a vu quelques feux et ça sentait la viande. Et certains ont passé vers ces feux, vous vous doutez de ce que c'était. C'était simplement de la viande humaine. Il y avait quelques Polonais, quelques gens de l'Est qui avaient récupéré les parties arrière de certaines personnes et qui faisaient de la broche. Ça m'est toujours resté, parce que l'odeur est pas facile. C'est pour ça que quand il y a un barbecue quelque part, je suis assez gêné des fois. Bon, c'est pas... C'est à savoir surtout.